L'Occident décline, ça c'est une certitude, les deux Occidents déclinent, d'ailleurs l'Occident européen et même sur la Silicon Valley qui était le cœur de l'Occident moderne, notamment par rapport à des mouvements woke entre autres, on constate que ça régresse également, mais pour autant il n'y a aucune raison de devenir anti-occidental. Alors la fin du dollar par contre comme monnaie de réserve et la fin peut-être du principe de monnaie de réserve, du effondrement du système obligataire de la finance occidentale, parce que en réalité, on parle souvent de finance internationale, mais on devrait plutôt parler de finance occidentale qui a été internationalisée, puisque le dollar, c'est avant tout la monnaie américaine, et le problème de tout le monde, comme disait Richard Nixon, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Deuxième type de monnaie qui pourrait être mise en place, c'est une monnaie commune entre les BRICS. Et souvent, ce qui est paradoxal, et moi ça me fait rire, c'est que les mêmes personnes qui sont partisanes d'une monnaie BRICS, entre guillemets, sont critiquent l'euro. L'euro, absolument. À raison. Ouais. On peut être contre l'euro, et je partage certains de leurs arguments. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment on peut je suis entièrement d'accord avec toi. Et défendre une monnaie Mais BRICS. il y a un mouvement que je récuse totalement moi aussi, je partage ton point de vue, c'est un sentiment anti-occidental qui se répand en France aujourd'hui, au sein de milieux constitués de personnes qui s'aperçoivent que ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche et aujourd'hui je suis accompagné de Tom Benoît. Bonjour Tom. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Très bien, je suis très heureux d'être avec toi. Plaisir partagé, je te remercie d'être présent pour parler d'un sujet brûlant au niveau de l'actualité, la fin du dollar ou pas, on va pouvoir en discuter par la suite. Et quelque chose de super intéressant, c'est que tu es le créateur de la revue Géostratégie Magazine. Donc une revue, tu vas pouvoir un peu nous présenter de quoi elle traite, quel est son objectif, et te présenter également pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Il doit y en avoir, très certainement. Donc Géostratégie Magazine est un trimestriel que j'ai créé avec Robert Laffont, PDG du groupe Entreprendre Laffont Presse. Et c'est une revue dans laquelle donc c'est distribué en kiosque, partout en France et dans une partie de l'Europe, et c'est une revue dans laquelle nous traitons de géopolitique, d'économie. C'est toujours compliqué de dire ça, mais avec une certaine liberté de ton, si je puis dire, qui est un peu moins répandue aujourd'hui dans la presse traditionnelle et dans la plupart des médias, puisque à partir du moment où une tribune, il y a beaucoup de tribunes et d'entretiens dans Géostratégie, à partir du moment où une tribune a été rédigée convenablement, même par un anonyme, et traite d'un sujet avec bon sens, pour ainsi dire, on ne peut pas tout faire passer, mais on s'efforce de publier. Voilà. Propos de gauche, de droite, sans censure ni limite. Heureusement. Ouais. Et du coup, sur cette revue de géostratégie, le titre c'est « Le dollar est-il fini ?» Donc la question, je te la pose, est-ce qu'on assiste à la fin du dollar? La fin du dollar, non. Une prophétie de longue date, en tout cas. Alors, la fin du dollar, par contre, comme monnaie de réserve, et la fin peut-être du principe de monnaie de réserve, du effondrement du système obligataire de la finance occidentale, parce que en réalité, on parle souvent de finance internationale, mais on devrait plutôt parler de finance occidentale qui a été internationalisée, puisque le dollar, c'est avant tout la monnaie américaine, et le problème de tout le monde, comme disait Richard Nixon, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Et donc, c'est une monnaie qui est la monnaie principale jusqu'à présent, et c'est encore le cas aujourd'hui. Les échanges dans la globalité sont à 46% selon les dernières données, dominés par le dollar, suivi de l'euro à 24%, et le yuan représente simplement 3,1%, et encore, il est monté en juillet 2023, selon les dernières données de SWIFT. Donc le yuan est passé de 2,4% dans la part des échanges internationaux à 3,1%, si mes souvenirs sont bons. Donc ça reste totalement anecdotique à côté du dollar. Si on se fie également aux monnaies de réserve, le dollar représente 60% des réserves qui sont détenues au sein des banques centrales du monde entier, 19% pour l'euro qui est un petit peu perdu, et le yen, la livre sterling, dépasse même le yuan, le renminbi, donc la monnaie chinoise, qui se situe à 3% également, 3 ou 4% de réserve de change. Donc le yuan n'est pas une monnaie de référence pour le moment. Par contre, c'est la première monnaie dans le commerce transfrontalier, depuis le début de l'année 2023. Et ce qu'il faut noter également, c'est la richesse du pays. C'est que, bien que les États-Unis aient le PIB
le plus élevé pour le moment, 26 000 milliards et 31 trillions de dettes également, extérieures majoritairement. Les Chinois, pour le moment, ont le grand privilège d'avoir sur leur territoire un tiers de la monnaie globale qui est logée. Cela signifie que sur 90 trillions, 90 000 milliards de monnaie en circulation dans le monde entier. Si on parle de le global money, c'est-à-dire en euros ou en dollars, c'est la même chose d'ailleurs, puisque les cours sont semblables, et il y a 90 000 milliards, 90 trillions de monnaie en circulation qui circulent. Donc c'est d'ailleurs bien moins que l'endettement. Et sur ces 90 trillions, 27 trillions sont logés en Chine. Ça veut dire qu'un tiers de la monnaie globale est déjà logé en Chine. Donc à ce niveau-là, les Chinois disposent déjà d'un temps d'avance en termes de richesse. Pas en termes de monnaie, mais en termes de richesse. Effectivement, on en discutait, c'est le fait que aujourd'hui la monnaie est adossée à la dette, puisque l'actif a une contrepartie au passif, puisqu'on est sur une monnaie fiat. Et ce qui s'est passé notamment avec les États-Unis, ce qui a permis aussi de maintenir les taux bas aux États-Unis, c'est la capacité à s'endetter, puisque les pays où il y avait des relations commerciales internationales import-export, les États-Unis importent énormément, donc achètent des marchandises étrangères, et le reste des pays, en tout cas les pays produits énergétiques, Chine, etc., exportent énormément vers les États-Unis. Principalement les pays du BRICS. Exactement. Ce qui se passe, c'est que du coup, ces pays-là sont payés en dollars et recyclent ces dollars. Parce que garder des dollars dans la banque centrale, à proprement parler, ça ne sert pas à grand-chose. En plus, avec l'inflation, la monnaie perd de la valeur, etc. Donc, les banques centrales de ces pays ont tout intérêt à recycler ces dollars. Ce qu'ils font en règle générale, c'est d'acheter des obligations américaines, ce qui permet de maintenir les taux bas aux États-Unis, de favoriser l'endettement américain et de faire grossir les réserves, notamment en Chine dont tu parlais, d'actifs libellés en dollars. D'actifs réputés pour être sûrs jusqu'à présent, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Totalement. Puisque les obligations américaines sont censées être les actifs les plus sûrs au monde. Comme les subprimes à l'époque d'ailleurs. Exactement, qui étaient notés AAA. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que selon toi, le renminbi pourrait avoir une place prépondérante, en tout cas dépasser le dollar en termes de réserve, de monnaie de réserve, étant donné tous ces actifs américains, enfin libellés en dollars américains, que la Banque centrale chinoise détient. Alors c'est intéressant, évidemment que le renminbi, le yuan, conjoncturellement, va occuper la place de monnaie de référence pour le commerce, puisque c'est une monnaie qui sera adossée à une économie très forte. Puisqu'on s'aperçoit que, comme je dis, c'est une vieille prophétie, la fin du dollar. Lorsqu'on parlait de remplacer le dollar, ou en tout cas de fin présumée du dollar déjà dans les années 90, avant qu'il y ait des solutions très conjoncturelles comme le quantitative easing, on en reparlera, et surtout l'évolution du système du marché obligataire, on parlait pas du yuan à l'époque, mais du yen qui aurait pu remplacer le dollar parce que l'économie japonaise sortait de ce qu'on considérait comme étant un miracle d'ailleurs. Et ça a bien changé entre-temps. Mais aujourd'hui, pour les raisons que j'évoquais, la Chine dispose d'un temps d'avance. Et l'économie chinoise, quoi qu'on en dise, est très forte, puisque ça reste aujourd'hui l'atelier du monde. Donc, au sein des pays du BRICS, mais surtout les pays à forte croissance, qui ont peu de problèmes, citoyens également, en tout cas qui arrivent à les juguler. Parce que si on parle de l'Inde, qui est considérée comme la plus grande démocratie au monde, c'est une démocratie qui ne nous plairait pas forcément également. La Chine, c'est une démocratie compliquée, c'est pas une république libérale. Est-ce que nous sommes encore en république libérale en France? On peut se poser des questions également. Puisque la part sociale prend des proportions considérables depuis quelques années. Le poids de l'État est passé de 30% à 60% du PIB en France. Et il y a de plus en plus d'assistanat, de politique sociale, de difficultés à entreprendre. Quoi qu'on en dise, c'est une réalité. Et donc, il y a des pays comme l'Indonésie, l'Inde et la Chine qui représentent les moteurs de la croissance mondiale pour le moment, selon les dernières données. Et il est fort probable que pour ces pays-là, qui n'ont pas spécialement d'amitié, mais pas d'inimitié non plus, parce que les Indiens n'aiment pas beaucoup les Chinois, mais ils n'aiment pas beaucoup les Occidentaux non plus, et pourtant ils le sont, et ils sont plus proches géographiquement des Chinois. Il est fort probable que le yuan devienne la monnaie de référence pour cette zone. Ce qui se produit déjà d'ailleurs, puisque je fais une digression sur une société qui s'appelle Rosneft, qui est une société russe sur laquelle le Kremlin a la main,
et qui s'est procuré une 56 tankers, si mes souvenirs sont bons, en seulement 12 mois durant cette dernière année, 2022-23, et dans le but d'exporter de l'énergie, du pétrole, à l'Inde. Et les réglementations modernes, conjoncturelles, britanniques et européennes, empêchent les Indiens de s'acquitter de ces réceptions, de ces cargaisons en dollars. Et qu'ont fait les Indiens ? Ils ont fait passer cette transaction par la Banque populaire de Chine en yuan. Donc ça, c'est un phénomène de dédollarisation presque forcé et contre-productif pour les Américains, en tout cas, et l'Occident, qui, entre guillemets, se tire une balle dans le pied, peut-être par mégarde, pour d'autres considérations, mais qui sanctionne en tout cas la part du dollar. D'ailleurs, le dollar n'a jamais autant diminué que ces derniers mois, ces dernières années. Et donc je pense que le yuan va représenter, par rapport à la croissance chinoise, à la prédominance de la Chine, la monnaie des pays qui entourent la Chine en tout cas, et qui sont des pays à forte croissance. Qui resterait quand même assez dans la région, on va dire. C'est une monnaie régionale. Pas en Russie, pas au Brésil, et certainement pas dans les pays d'Afrique, puisque l'Éthiopie a rejoint les BRICS également. C'est ce qui surprend le plus selon les dernières entrées au sein des BRICS. Mais pour l'Arabie Saoudite, qui s'est déjà acquittée de certaines exportations en yuan et pas en dollars, ce qui représente, selon moi d'ailleurs, plus une subordination de la part de Mohammed Ben Salman à l'endroit de Biden, qui a réagi, on s'en rappelle, en évoquant de son homologue saoudien un paria, qu'une véritable rupture. Je ne crois pas que ça représente une rupture entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et l'Arabie Saoudite, c'est un sujet prépondérant d'ailleurs dans le dollar, puisque l'Arabie Saoudite représente l'épicentre de la militarisation du système monétaire par les Américains, qui a été une réussite prodigieuse durant les années 70. Avec le pétrodollar, etc. Avec le pétrodollar, qui est quand même la plus belle création, la grande supercherie monétaire du siècle passé. Puisqu'à ce moment-là, il faut quand même se rappeler que lorsque Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar à or le 15 août 71, les Américains sont déjà en grande difficulté, les Allemands frappent à leur porte en demandant de convertir leur dollar en or, les Japonais également, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'industries américaines. La France avec De Gaulle également. Et la France avec De Gaulle également, qui a toujours été méfiant d'ailleurs, et qui a été le premier à s'apercevoir, si je puis dire, des prémices de la fin de la convertibilité du dollar en or. Parce que lorsque les Américains insistent, ou en tout cas imposent Bretton Woods en 1944, à la sortie de la guerre, il y a une hégémonie qui est incontestable, incontestée, et pour des raisons d'ailleurs parfaitement légitimes, soft power à la pointe, le seul au monde d'ailleurs. Il n'y avait pas de multipolarité, ça n'existait pas à l'époque, ni culturellement, ni industriellement. Et déjà à ce moment-là, la parité fixe des autres monnaies vis-à-vis du dollar était un système qui ne pouvait pas être équitable. Donc les codes étaient viciés dès le départ, et De Gaulle s'en était aperçu dès les années 50. Sans compter les réserves d'or que les États-Unis avaient, ce qui leur permettait effectivement d'imposer le dollar, parce que c'était un étalon dollar-or en réalité. Absolument. Donc les individus ne pouvaient pas changer leur billet contre de l'or, mais d'abord contre du dollar pour ensuite aller chercher de l'or. Et c'était les banques centrales qui pouvaient aller chercher de l'or. Absolument. Et le problème, c'est que quand De Gaulle s'en rend compte, il envoie la marine française. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment d'or. Pourquoi ? Parce que les États-Unis avaient émis énormément, notamment pour financer la guerre au Vietnam. Donc là, effectivement, le 15 août 71, Nixon n'a pas d'autre choix que de mettre fin à la convertibilité du dollar en or, parce qu'il allait se rendre compte qu'il n'y avait plus d'or. Et donc, pour rendre l'or au pays, contre le dollar, parce que c'était une dette libellée en or, du coup, bien sûr, c'était compliqué. En conservant une hégémonie en contrepartie. Et la valeur du dollar par rapport à la once d'or. Là, ça la faisait plomber complètement. Mais il y a trois éléments d'ailleurs, trois phases à noter, principales dans la finance moderne, comme je le disais, finance occidentale internationalisée, c'est Bretton Woods en 1944, la fin de la convertibilité en 1971 et naturellement tout ce qui s'ensuit, les accords de la Jamaïque, les années 80, et ensuite l'instauration d'un système obligataire, qui est très récent contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'on a l'impression que les États se sont toujours endettés comme des dingues, comme cela se déroule aujourd'hui, mais ça, en réalité ça n'est pas le cas. L'endettement numérique très financiarisé est récent. Il date de la fin, en s'accroissant naturellement petit à petit, mais il date de la fin des années 90, début 2000, et ça bat vraiment son plein sans crainte aucune jusqu'à la crise des subprimes en 2007-2008.
Et la crise des subprimes en 2007-2008 est un élément intéressant d'autre part parce que c'est une catastrophe qui passe inaperçue. Ça fait beaucoup de bruit sur l'instant, il y a des faillites, la crise des dettes souveraines s'ensuit en France, et pour autant les Américains s'en sortent très bien, et il y a une petite piqûre de quantitative easing qui fait que on n'a pas effacé de dette, donc la finance n'est pas à remettre en question, le système n'est pas modifié, il peut fonctionner, et ça repart et on ne se pose pas vraiment de questions à ce moment-là. Mais c'était quand même un élément catastrophique. Les actifs qui étaient réputés comme étant aussi sûrs, titrisés US, qui étaient réputés comme étant aussi sûrs que de la dette américaine, qui s'effondrent totalement. Donc ce sont vraiment les éléments à noter dans le cheminement de la finance. Et par rapport du coup à ce que tu disais, donc si le renminbi restait au niveau régional, moi je dis souvent on nous présente la monnaie de BRICS, entre guillemets, au travers de deux prismes. Le premier, ce serait le renminbi qui prendrait la place du dollar, entre guillemets, au niveau international. Donc ça, on a à peu près répondu. Moi, je réponds de toute manière. Je vois mal comment le renminbi pourrait prendre plus d'ampleur qu'aujourd'hui, dans la mesure où la Chine, si le renminbi s'impose, ça veut dire qu'il va y avoir une demande internationale qui va être en augmentation. Et la Chine va devoir voir soit sa monnaie prendre de la valeur, ce qui va faire que ses exportations, et son modèle économique est basé sur les exportations, qui vont diminuer. Pourquoi ? Parce que si le renminbi prend de la valeur, les exportations deviennent plus difficiles à mettre en œuvre, puisque les marchandises chinoises deviennent plus chères. Or, si les marchandises chinoises deviennent plus chères, ça va être plus difficile, nous, en tant qu'importateurs, d'acheter des marchandises chinoises, puisque nos marchandises deviennent plus compétitives. Ce qui va faire Sauf si on n'a plus le choix, pour autant. Sauf si on n'a plus le choix, effectivement. Du coup, ce qui va se passer, c'est que il y a ce point-là, et deuxième point, pour maintenir la valeur du renminbi stable, il va falloir que la Chine augmente la masse monétaire, ce qui va faire qu'il y a une perte potentielle aussi d'autonomie sur sa monnaie, puisque ça veut dire que si nous on se retrouve avec du renminbi, on va devoir recycler le renminbi en achetant des actifs chinois. Or, je ne suis pas sûr que la Chine veuille faire comme nous en France on fait, vendre toutes ses terres, tout son immobilier aux étrangers. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression non plus. D'ailleurs, avec les listes négatives qui existent en Chine, on peut pas investir dans n'importe quelle entreprise, on peut pas acheter de l'immobilier comme on veut. C'est très contrôlé parce qu'il y a des contrôles de capitaux. Deuxième point, deuxième type de monnaie qui pourrait être mise en place, c'est une monnaie commune entre les BRICS. Et souvent, ce qui est paradoxal, et moi ça me fait rire, c'est que les mêmes personnes qui sont partisanes d'une monnaie BRICS, entre guillemets, critiquent l'euro. L'euro, absolument. À raison. Ouais. On peut être contre l'euro, et je partage certains de leurs arguments. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment on peut je suis entièrement d'accord avec toi. Et défendre une monnaie Mais BRICS. il y a un mouvement que je récuse totalement moi aussi, je partage ton point de vue, c'est un sentiment anti-occidental qui se répand en France aujourd'hui au sein de milieux constitués de personnes qui s'aperçoivent que ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Bon, effectivement, ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on voudrait. L'Occident décline, ça c'est une certitude. Les deux Occidents déclinent d'ailleurs, l'Occident européen et même sur la Silicon Valley qui était le cœur de l'Occident moderne, notamment par rapport à des mouvements woke, entre autres, on constate que ça régresse également. Mais pour autant, il n'y a aucune raison de devenir anti-occidentaux. On restera des Occidentaux, nous resterons des Occidentaux, et nous serons, quoi qu'il en soit, condamnés soit à sombrer, soit à nous en sortir. Donc il n'y a aucune raison de se réjouir de l'ascension des BRICS, de la prise de pouvoir des BRICS. Vous savez, je me souviens plus qui disait tous les pays ont une armée, et s'ils n'en ont pas, c'est le pays voisin qui la représente, qui l'aura. Et donc perdre on va dire le sens de la communauté de l'identité occidentale n'est pas une bonne chose. Alors par rapport aux monnaies, ce qui était intéressant par rapport à ce que tu disais précédemment, c'est que les Chinois ont fait un pari absolument opposé à celui qui a été le pari américain. Répandre beaucoup de monnaie et se dire qu'ils conserveront quoi qu'il en soit le pouvoir puisqu'ils auront répandu de la monnaie et que les pays qui disposeront de cette devise seront forcés de l'investir. Et les Chinois ont fait le pari inverse en se disant on va pas être des consommateurs, on va plutôt fabriquer pour les autres en étant un petit peu moins payés, on va exporter, donc c'est toujours plus compliqué, on s'en aperçoit même à titre personnel de se démunir de biens que de services, et c'est ce qu'ont fait les Chinois jusqu'à présent. Est-ce qu'ils le feront, puisque c'est ce que tu sous-entendais précédemment, au moment en tout cas où ils vont se trouver face à un mur, est-ce qu'ils feront le choix d'une méthode américaine, on va dire, forte, en disant maintenant que vous n'avez plus le choix et que vous n'avez plus d'autonomie industrielle, on ferme le robinet en quelque sorte,
non pas monétaire, mais industrielle et de la productivité, et on vous impose à acheter ce que l'on vous vend beaucoup plus cher, et vous n'avez pas le choix, et nous on imprime beaucoup plus de notre monnaie, il vous en faudra pour nous acheter ce dont vous avez besoin. Pas si sûr. Alors ça c'est le premier point. Ce qu'il faut réellement penser, comme je le disais, c'est que nos économies pour le moment sont obligataires, mais elles ne le seront pas forcément durant les années à venir. Il se peut, et ça c'est ce que je pense profondément, que nous assistions avec l'effondrement du système des banques centrales régies plutôt avec une belle coopération par la BRI, la Banque des règlements internationaux qui siège à Bâle, le Fonds monétaire international, Washington, toutes ces institutions, il se peut qu'il apparaisse, durant les années à venir, qu'apparaisse une finance mondiale beaucoup moins obligataire, donc qui ne repose pas sur de l'endettement, mais plutôt sur une corrélation entre exportation de matières premières, de vraies richesses, matières premières dans le sens le plus large du terme, donc les matières premières énergétiques également, l'innovation numérique, qui repose également sur les terres rares qui sont de nouvelles matières premières, avec ce nouveau soft power de notre temps, puisqu'on n'est plus dans un soft power hollywoodien ou thermique, mais à proprement parler numérique. Et qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Il se peut qu'il y ait une nouvelle corrélation entre les monnaies fiat et la valeur de toutes les monnaies fiat, de ce qu'on appelle les monnaies fiat, que ce soit du yuan ou du dollar, mais qui part dans le même panier pour être en tout cas échelonné dans la monnaie traditionnelle. Et que les pays qui ne sont pas capables d'exporter beaucoup ne soient plus capables non plus de s'endetter beaucoup. Je pense qu'il faut regarder le bilan global. Aujourd'hui, le bilan global nous indique que l'endettement global représente 360% du produit intérieur brut. Cela signifie que nous sommes 360% de fois plus endettés que ce que nous sommes riches. Et encore riches, selon des calculs qui mériteraient des révisions, selon moi, de produits intérieurs bruts qui sont subliminaux. Donc, à partir de là, il faut se poser cette question-là. Si on émet des titres obligataires, on peut prendre l'exemple de la France, tout simplement. Sur ces 25 derniers trimestres, nous avons émis, et qui ont été achetés, pour l'équivalent de 700 milliards de titres obligataires. Ce qui est colossal, puisque nous avons une dette aujourd'hui qui s'élève en France à 3 000 milliards. La Banque Centrale Européenne détient beaucoup de cette dette par rapport aux opérations de quantitative easing, dont on peut parler également, parce que c'est un sujet principal, primordial. Et durant les années à venir, est-ce qu'il y aura encore autant que ce qu'il y en a eu de fonds d'investissement, de compagnies, parce que ce ne sont jamais des privés en réalité, chinois, russes, bon je crois encore moins naturellement, mais chinois, admettons, indiens, qui achèteront des obligations d'État que nous émettons? Très sincèrement, je ne le pense pas. Alors, la seule contrepartie, du coup, effectivement, ça serait de se dire, étant donné que vous ne voulez pas acheter nos obligations, compte tenu des rendements qu'on propose, c'est-à-dire, il va falloir augmenter les taux de rendement, donc augmenter les taux d'intérêt. Mais si on augmente les taux d'intérêt, c'est la charge de la dette qui augmente, et compte tenu du stock de dette aujourd'hui, alors là, c'est le pays le plus fort qui arrive à tenir. Les Allemands étaient plutôt avantagés justement jusqu'à présent. La France et l'Italie un petit peu moins. Et même pour les Américains, ce sera compliqué. C'est surtout les États-Unis qui sont le moteur de ce système qui vont avoir une grosse problématique. Pourront-ils émettre justement suffisamment de titres sûrs durant les années à venir pour faire fonctionner une machine qui est beaucoup plus volumineuse que la nôtre, pour ainsi dire, française, parce qu'elle est quand même divisée. Alors la solution miracle a été le quantitative easing, puisque avec un tour d'adresse assez subtil, pour ainsi dire, on n'a pas effacé, parce qu'on ne peut pas effacer. Si on efface de la dette, on se met dans une situation, j'entends beaucoup d'économistes aujourd'hui qui ne sont pas entendus d'ailleurs, et qui exposent un point de vue que je ne partage pas vraiment, qui recommandent à la Banque centrale d'effacer de la dette. Si vous effacez de la dette, naturellement, tout le monde le comprendra, vous pouvez le faire une fois, mais pas deux, et ça met à mal, là aussi, le système. C'est facile. On dit à la Banque Centrale Européenne d'acheter toute la dette, de tout effacer, puis on continue de s'endetter, voilà. Tout effacer. En fait, on a trouvé la recette miracle. Et on a trouvé une recette miracle qui permettrait de générer de la richesse. C'est absolument impossible. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui confondent monnaie et richesse. Absolument. Et bon, un bout de papier, ça n'a jamais créé de la richesse à proprement parler, c'est pas de la richesse. Un billet de 100 € coûte 8 centimes à la fabrication. Beaucoup de richesse, du coup. Donc beaucoup de richesse. Et donc le quantitative easing, en tout cas, était une solution conjoncturelle. C'est les Japonais, d'ailleurs, qui ont installé le quantitative easing dans le système dans les années 2000. Japonais, bon, ça,
beaucoup commencent à le savoir aujourd'hui, c'est intéressant, c'est particulier parce que là aussi ils sont occidentaux mais pas totalement, ils sont un peu asiatiques mais un peu occidentaux, ça dépend comment on le définit, et ils ont 90% d'endettement intérieur. Nous avons sur 3 000 milliards de dettes en France 52% de dettes extérieures, donc simplement 48% de titres obligataires émis par la France qui ont été achetés par des fonds français. Donc premièrement, ça n'est pas la même chose en termes de relations, parce que les pays qui détiennent votre dette peuvent vous demander des contreparties, ça c'est le premier point, et deuxièmement, c'est une indication sur l'avenir, parce que ça signifie que si vous avez, comme je le disais précédemment, un principe largement obligataire pour alimenter votre économie, si vous vous éloignez en tout cas de rapports diplomatiques très sains des pays qui achètent vos titres obligataires, vous allez devoir trouver notre mode opératoire. Et c'est le cas pour la France. Et donc les Japonais, à la sortie du miracle japonais, en période un petit peu compliquée, ont mis en place le quantitative easing dans les années 2000. Naturellement, des hausses de prix considérables, au bout de quelques années, en 2006, ils disent qu'ils n'y reviendront jamais, et ils cessent, après 3 mois de hausse ingérable de prix, ils arrêtent les opérations de quantitative easing. Ils y reviendront ensuite. Les Américains, après la crise des subprimes, font du quantitative easing, et nous, à l'époque de Jean-Claude Trichet, à la Banque Centrale Européenne, on n'en fait pas beaucoup. Et c'est Mario Draghi qui, pour la première fois en 2015, fait beaucoup d'opérations de quantitative easing massives, puisque la Banque Centrale a acheté une quantité considérable de titres, pas seulement français, mais de titres obligataires des pays de l'Union. Ce qu'elle s'était engagée à ne pas faire d'ailleurs, lorsque le traité de Maastricht a été créé, en 92 et que la BCE a été installée. Elle a été mise en service en 99, mais créée en 92. Parce que justement, c'est un effacement inavoué, en quelque sorte, d'une dette. On efface la dette, mais on ne l'efface pas totalement, puisqu'on l'a rachetée, mais on laisse ça au bilan, et on dispose le dossier sur une étagère en haut d'un placard, et on en parlera dans quelques décennies, en quelque sorte, si la situation s'améliore ou diminue. Donc, ce qu'il faut noter également, c'est qu'aujourd'hui, quand on nous dit qu'il y a de l'inflation parce qu'il y a trop de monnaie en circulation, ça n'est pas tout à fait juste. Il y a beaucoup de monnaie en circulation, le volume monétaire global est considérable, mais il y a peu de monnaie en circulation dans l'économie réelle. Et c'est cela que je m'acharne à dire en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, la politique dite restrictive n'est pas dramatique à proprement parler parce qu'elle est restrictive. Il y a toujours eu des politiques, ça c'est le tour de passe-passe des banques centrales qui est traditionnel et conventionnel, si je puis dire. Vous avez 4 ans de politique expansionniste et 4 ans de politique restrictive, parfois 5. Ça s'est toujours passé comme ça et ça se passait plutôt bien. Donc je ne reproche pas aux banques centrales de mener une politique restrictive. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous n'avez déjà plus beaucoup d'argent en circulation dans l'économie réelle et que vous fermez le robinet de la monnaie. À partir de là, vous allez avoir des hausses de prix qui seront liées, je ne parle même pas des relations diplomatiques qui sont un autre sujet, mais qui seront liées à l'augmentation des coûts de production qui elle-même est liée à une faible mutualisation des productions. Parce que lorsque vous fabriquez beaucoup, ce que vous fabriquez vous revient moins cher à fabriquer que lorsque vous fabriquez peu. Et lorsqu'il y a une économie florissante, les prix naturellement sont moins élevés. Bien sûr. Offre et demande à chaque fois, et beaucoup, moi ce que je reproche, c'est que les personnes se focalisent que sur l'offre de monnaie et oublient d'analyser aussi tout ce qui va être production à côté, demande, et les interactions qui peuvent exister entre ces différentes variables, parce que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et effectivement dire, bon, simplement parce qu'il y a plus de monnaie, il va forcément y avoir de l'inflation, c'est toujours plus complexe que ce qu'on pourrait s'imaginer. Alors il y a 2 courbes à comparer qui sont très intéressantes à propos de l'offre de monnaie. Courbe d'inflation et volume monétaire global, donc la monnaie en circulation. On va parler par exemple de l'Europe et de l'inflation en France, donc depuis 2002 avec la mise en service de l'euro. 2002-2008, on met en service l'euro, donc on imprime beaucoup de monnaie, la politique est expansionniste parce qu'il faut répandre de l'euro. Ce qui était plutôt bien mené d'ailleurs, c'est pour ça que, comme toi, je pense, je ne veux pas parler en ton nom, mais je suis pas anti-euro et pas anti-européen, pas du tout. Mais aujourd'hui, comme beaucoup, je m'aperçois que ça fonctionne pas à notre avantage, ça c'est une réalité. Donc 2002-2008, on imprime beaucoup de monnaie, il n'y a pas beaucoup d'inflation, on est entre 1 et 2%, entre 0 et 2,8 maximum. À 2008, on monte à 3% à peu près parce qu'il y a les crises grecques. Donc justement, en 2008, crise de la dette souveraine, crise grecque, les subprimes précédemment aux États-Unis, un vent de panique et un climat de frilosité induisent une politique beaucoup plus restrictive. Et à partir de là, on n'imprime plus de monnaie jusqu'en 2015 environ. Et
l'inflation n'augmente pas énormément et ne baisse pas non plus, elle baisse à 0,03 environ en 2014-2015, mais il y avait quand même de la monnaie en circulation par rapport à ce que j'exposais précédemment. Il n'y a pas de contrainte parce que il y avait beaucoup de privés qui s'étaient vus accorder des crédits entre 2002 et 2008, beaucoup d'entreprises, donc l'économie fonctionne. Et nous avions également plus d'industrie sur le territoire européen dans les années 2010 que ce que nous en avons aujourd'hui. Et ça aussi, c'est très important parce que on confond souvent monnaie forte et monnaie chère. Et aujourd'hui, l'euro est plus cher que fort, c'est-à-dire que c'est un euro cher que nous avons aujourd'hui, mais ça n'est pas un euro fort. C'est un colosse au pied d'argile qui d'ailleurs risque, c'est pas pour être décliniste, de s'effondrer parce que ce sera dramatique pour nous à ce moment-là, mais dans un avenir assez proche. Et de 2015 à 2020, l'inflation reste semblable également. La Banque Centrale Européenne procède aux achats massifs de la dette souveraine, ce que j'évoquais précédemment, par quantitative easing. Donc ça veut dire qu'on imprime de la monnaie d'une façon détournée, entre guillemets, en tout cas, sans injecter directement cette monnaie dans ce qu'on appelle l'économie réelle, puisque c'est pas un particulier qui achète une maison, et c'est pas non plus même une très grande entreprise qui se voit accorder des crédits pour investir et pour de l'investissement productif. Mais on paye le prix de nos dépenses passées. On éponge nos dettes, en quelque sorte, puisqu'on fait grossir le volume monétaire, mais en contrepartie, on ne dispose pas de plus de monnaie pour assouvir nos besoins du moment. Et à partir de là, en 2021, sur une période de 12 mois, l'inflation passe de 1,6% à plus de 5%. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment la juguler, et on a l'impression que c'est en resserrant le robinet de la monnaie que nous allons parvenir à juguler cette inflation. Or, ça ne marchera pas, c'est ce que je dis depuis un moment, et la pire des situations d'ailleurs serait celle que je suppose, que je subodore, c'est-à-dire une politique à nouveau très restrictive, d'un seul coup d'ici un avenir très proche, c'est-à-dire la fin de l'année 2023 ou début 2024, qui sera d'ailleurs cette politique restrictive menée en premier par la Réserve fédérale, qui est quand même la grande banque centrale, et c'est pour ça que le dollar n'est pas fini, puisque pour le moment la tonalité de la monnaie fiat, tant qu'il y aura des monnaies fiat institutionnalisées comme c'est le cas aujourd'hui, sera donnée cette tonalité par la Réserve fédérale. Et là, à ce moment-là, ce serait une situation catastrophique, parce qu'on se retrouverait réellement en situation de stagflation avec de l'inflation très compliquée à juguler, peu de croissance dans nos pays occidentaux, mais en même temps à nouveau de la monnaie surtout hélicoptère comme on le disait précédemment qui serait injectée pour sauver certains systèmes sociaux également, financer à nouveau un petit peu le roulement de la dette. Et, là, ce serait une situation très compliquée. Écoute, on verra bien si tes prévisions s'avèrent vraies à la fin de l'année, du coup. Et je te remercie pour ton intervention. Merci Et Mathieu, puis à très vite. à très vite. Et bonne chance à Géostratégie, encore une fois. En kiosque partout en France et bonne chance à Librairie Merci également. beaucoup. Merci de ton invitation.